Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous sur Juste Milieu en cette fin d'année, période de fête un peu chamboulée. À l'heure où on se parle, les Bleus ont peut-être gagné, mais on s'en fout parce que c'est pas franchement le sujet. Quel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour un format qui revient, le format échange interview sur Juste Milieu. C'est la grande nouveauté pour 2023, mais on a un petit peu d'avance et en plus, voilà, on pouvait pas mieux démarrer parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Georges Kuzmanovic avant toute forme de débat. Cher Georges, comment allez-vous? Bonjour, mais ça va très bien. Que du Et plaisir. les fêtes de Noël arrivent, j'ai des petits-enfants, donc c'est une très bonne période. Et puis peut-être que la France va gagner la Coupe du Monde, hein, comme le reste va pas très bien, ça c'est sympa quand même. Voilà. On aura au moins une troisième étoile sur le maillot, à défaut d'avoir une retraite, c'est déjà ça. Voilà. Faudra se contenter. Faut pas se plaindre, que c'est bien déjà. C'est déjà pas mal, effectivement. En tout cas, Est-ce qu'on aura l'argent d'acheter un t-shirt à 120 € avec 3 étoiles? Ça, je sais pas. Mais c'est encore un autre débat. Mais commençons pas à nous miner le moral déjà, parce que le sujet de notre échange va suffisamment être pesant aujourd'hui. Vous l'avez deviné, chers spectateurs, au titre de cette vidéo, le grand thème avec lequel on va pouvoir discuter aujourd'hui avec vous. Cher Georges, le délitement de la France, un grand sujet que l'on va essayer de traiter sous trois angles différents. D'abord l'énergie, sujet qui s'impose bien sûr en cet hiver 2022. Ensuite, la question de la diplomatie, puis celle de l'armée française, des questions plus ou moins liées. Donc un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour traiter de ces différentes questions. Alors on va commencer dans le vif du sujet, cette question qui concerne tous les Français et au-delà même de la France, la question de l'énergie, la crise énergétique que nous traversons, multifactorielle bien sûr, qui s'est creusée davantage avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais justement, on va essayer de démêler un petit peu cette véritable pelote plus que complexe. Et avant tout, d'après vous, cher Georges, comment en sommes-nous arrivés là? En tout cas, en France, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on en est à avoir des conseils gouvernementaux qui nous invitent à acheter des bougies? Qu'est-ce qui s'est donc passé, d'après vous? alors, faut pas être totalement dans le désespoir. Je voudrais faire un petit retour historique. Parce que là, on va parler de décrépitude, d'effondrement de la France, ce qui n'est pas très agréable. Or, c'est un sujet qui a existé depuis longtemps dans le débat médiatique. Je sais pas si peut-être vous étiez plus jeune, trop jeune à ce moment-là, mais dans les années 90 ou dans les années 2000, certains s'en sont fait les spécialistes, comme un certain Nicolas Bavrez. La France est toujours en retard, ça va pas, c'est un pays retardé, il n'y a pas assez de réformes. Et en fait, tous ceux qui parlaient de retard, de décrépitude, d'effondrement de la France, c'est ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de néolibéralisme, il n'y avait pas assez, c'était pas assez mondialisé, c'était pas assez moderne. Mais à l'époque où on disait ça, moi j'étais tout à fait contre, car je trouvais que la France était très solide. Et puis à partir de 2000, j'ai accéléré très fort vers 2007, 2008, 2009, 2010. Ne parlons pas avec Emmanuel Macron, il a le turbojet. Là, c'est une vraie décrépitude. Et il n'a aucune raison pour être dans cette situation. C'est ça qui est important. Faut que tout le monde se rende bien compte. On a un très très beau pays qui est riche, qui a une histoire et culturellement qui est extraordinaire, qui a une agriculture qui a fait la richesse de la France pendant des siècles, sinon des millénaires, qui peut encore être là. C'est un pays d'ingénieurs qui a fait des trucs extraordinaires. On est une des 5 nations cadres encore dans le nucléaire, dans le spatial. En fait, il y a plein de trucs. On a été une des nations stratégiques. On est au siège du Conseil de sécurité. Donc en fait, si on en est là où on en est, et tout le monde s'en rend compte tous les jours depuis la crise de la Covid, ça va de moins en moins bien, c'est qu'il y a une volonté politique. Soit il y a une volonté politique au retrait, au recul de la France, soit vous choisirez l'option qui vous plaira le plus, mais c'est l'une des deux, parce qu'il n'y a aucune raison. Les sauterelles ne sont pas tombées sur la France, le pays n'est pas en désertification, et on a des très belles capacités dans tous les domaines. Et donc vous introduisez sur le sujet qui intéresse tous les Français aujourd'hui, c'est la question de l'énergie. Car on voit bien qu'il y a un problème, et puis un gros problème. Mais c'est de la même manière que le sujet qui intéressait les Français il n'y a pas si longtemps, c'était la santé. Parce qu'on s'est rendu compte avec la crise de la Covid qu'il y avait un sacré problème de souveraineté sanitaire. D'ailleurs, c'est là que le terme est revenu dans le débat public, la question de la souveraineté, qui n'a pas été réglée depuis. Rien n'a été mené pour améliorer notre souveraineté sanitaire.
On n'a pas plus de... Il n'y a toujours pas d'institut médical d'État national public produisant nos médicaments, nos vaccins, et ne dépendant pas de laboratoires pharmaceutiques et de multinationales qui se trouvent ailleurs, et en particulier outre-Atlantique. Il y a toujours des fermetures de lits d'hôpitaux. Nos soignants n'en peuvent plus. On a cette année à nouveau un record historique de démission de médecins, d'infirmiers, de profs. Bref, ce dont on s'était rendu compte et pour lequel rien n'a été fait concernant la santé, nous touche maintenant sur l'énergie. Alors ceux qui ont été un peu clairvoyants, comme nous, je vais nous lancer quelques fleurs quand même, on s'en était rendu compte un petit peu avant, parce que avant la guerre en Ukraine, avant cette année 2022, durant l'année 2021, mais peut-être que vous, les Français, ceux qui payaient des factures, vous vous en souvenez, il y avait déjà eu 57% d'augmentation des factures. Plus 57%, dans un moment où il n'y avait pas d'inflation, c'est déjà bien, hein. C'est pas rien. Et nous, on avait prévu, hors guerre en Ukraine, pour des raisons structurelles qu'on va aborder, une augmentation de 300% au tournant de l'automne-hiver. Bon, alors on y est, puis c'est pas 300%, là, c'est pas... C'est x9, x10, x12 parfois pour les entreprises, puisqu'évidemment, dans les projections, on n'avait pas encore compté la guerre en Ukraine, mais qui n'est qu'un démultiplicateur de la situation. Je vous le disais au début, la France, c'est un très chouette pays, qui a été bâti pendant longtemps par des gens formidables, plus ou moins bien, plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, mais quand même, ensemble, ça a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Avec des erreurs, mais quand même. Et l'une des grandes réussites, qui est imputée à De Gaulle, mais bon, ce n'est pas le seul dans le processus, c'est le nucléaire français, qui nous met dans le top des nations. On était ce qu'on dit une nation cadre, des cinq premières nations dans le domaine, qui nous assurait d'un côté bien la dépendance stratégique, parce que ça nous permet d'avoir notre dissuasion nucléaire à nous, ne dépendant pas de je sais pas qui, ni d'aucune alliance. Donc une sanctuarisation du territoire français, c'est pas mal. Et le nucléaire civil, qui nous a permis d'avoir une électricité pas chère. Alors en 2010, il n'y a pas longtemps, en 2010, c'est hier, hein, même politiquement, on avait l'électricité la moins chère d'Europe. La moins chère. Avec un système fonctionnant plus ou moins bien. Et des perspectives, des recherches, des avancées que l'on faisait soit en autonomie, soit avec des partenaires chinois, russes, américains. Et tout ça, ça s'est effondré. Alors je vais vous faire vite et puis on pourra peut-être préciser, mais les éléments sont assez simples en fait. On pourrait rentrer dans les détails, mais les éléments sont assez simples. Et j'invite tous ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails, plus d'informations, d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale, où ça se trouve sur YouTube aussi, les interviews des différents responsables de l'énergie en France, des 10, 15, 20 dernières années. C'est public. Et donc ça dure, c'est un peu long, c'est un peu technique des fois, mais ça va, c'est tout à fait compréhensible. C'est quand même fait pour des députés, donc c'est pas non plus incompréhensible pour la moitié pour les Français. Voilà. D'ailleurs, ils le précisent, c'est assez amusant. Donc, bon. Mais on a des gens comme Proglio, qui a dirigé EDF, et qui a été viré à l'époque de François Hollande, ou monsieur Yves Bléchet, s'il y en a une que je conseille, c'est Yves Bléchet. C'est dure 2 heures, un peu 2h10. C'est un peu long, mais c'est super précis sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est effondré. C'est public. Vous avez des acteurs qui sont soit des grands patrons d'énergie, soit des très très grands serviteurs de l'État. Et on découvre qu'on a des fonctionnaires top, des gens bien formés, qui sont pas là pour piller, qui travaillent pas dans des banques, qui ont voulu défendre l'intérêt de notre pays. Parce que c'est ça le sujet, c'est l'intérêt de notre pays. Et les politiques ne les ont pas laissés faire. Et donc, ça a été un abandon, petit à petit, de notre avantage comparatif, qui était le nucléaire et l'énergie à bas coût. C'était considéré comme un avantage comparatif par l'Allemagne, qui a tout fait
dans le cadre de l'Union européenne pour s'aborder cet avantage comparatif. Et ils y sont largement parvenus. Donc c'est un des premiers éléments. L'autre élément est un élément lié à la petite combinaille politique, en particulier à gauche, mais pas que, sur des objectifs électoraux en privilégiant des alliances avec des Verts qui sont aussi écologistes que moi je suis martien et qui ne comprennent rien à... Non mais vraiment, je dis ça parce que les champions du retournement de veste qui se retrouvent chez Emmanuel Macron, c'est quand même les Verts, devant tout le monde. Pourtant, ils ont les palmes d'or. Hein, palme d'or. Et tout à coup, ils oublient toutes leurs problématiques écologistes. Bon. Il faut savoir que dans les années 60, surtout 70, le grand liant chez les Verts en France, en Allemagne, en Europe, les Verts, les écologistes, c'est une nébuleuse où il y a tout. Il y a des zinzins, il y a des gens extraordinaires, il y a des scientifiques, il y a des types qui croient aux farfadets, enfin, il y a tout et n'importe quoi. Mais le grand liant, c'était l'antinucléaire. Parce que c'était à l'époque la peur de la guerre avec l'URSS, il y avait les missiles américains sur le sol, on y revient, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc il y avait la peur du nucléaire, les déchets nucléaires, et c'était le grand liant, c'est contre le nucléaire. Et ben c'est ceux qui les lient, et c'est ceux qui les ont toujours mis en avant dans toutes les alliances, ou dans tous les soutiens qu'ils ont pu amener, en particulier à François Hollande, puis après Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que je dis 2010-2012, c'est le moment où on a des accords qui sont passés entre François Hollande et que fera perdurer Emmanuel Macron, entre le Parti socialiste et les Verts, visant à fermer Fessenheim, mais aussi dans l'accord, il y avait 28 centrales nucléaires, je ne sais pas si vous imaginez, 28 centrales nucléaires, mais ce que Macron a fait, il l'a fait en fermant Fessenheim, il y avait aucun... et il a mis dans la loi, ce qui n'est toujours pas retiré, alors que soi-disant il veut relancer le nucléaire, la fermeture de 14 autres centrales nucléaires. Et puis surtout, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire quelque chose qui est au cœur quand même du fonctionnement d'un État. Dans un État moderne où on envoie des trucs dans l'espace, il y a quand même trois choses qu'il faut sécuriser absolument, c'est l'alimentaire, l'énergie et la défense. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes, on est dedans. Moi j'aurais rajouté la santé, mais bon, c'est justement les 4 éléments où petit à petit ça s'effondre. Et on a eu donc des politiques faibles qui n'ont pas suivi les consignes de ceux qui savaient, des responsables de l'énergie atomique en France, d'EDF, qui leur ont donné rapport sur rapport, explication sur explication, et tout a été un peu abandonné. Résultat, la filière nucléaire s'est fortement affaiblie en termes de compétences. On manque d'ingénieurs, mais on manque aussi de techniciens spécialisés. L'exemple qui est souvent pris, c'est celui des soudeurs. Ouais, qu'on va chercher aux États-Unis. Ah, et en Russie avant aussi. Ah. D'ailleurs, je vais vous apprendre un truc. Le traitement de nos déchets nucléaires qui là s'accumulent, devinez où ça se faisait avant, où ça se faisait. J'ai peur. J'ai peur, mais allez-y. Ouais, ça se faisait en Russie, en Sibérie. Voilà. Et depuis, il n'y a pas de solution de rechange. Hein. Donc on a abandonné une filière, ce qui fait qu'on a moins de gens, on a moins de compétences. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs aux États-Unis, mais les États-Unis eux-mêmes, ils ont des centrales nucléaires. D'ailleurs, un aparté, aux États-Unis, vous savez, une centrale nucléaire, ça dure 40 ans à peu près. On pouvait les pousser. Aux États-Unis, ils les poussent jusqu'à 80 ans. Alors, on peut être à peu près sûr que les États-Unis n'ont pas envie que leur centrale nucléaire explose. Ils font attention. Nous, on a des critères vraiment très, très, très poussés en sécurité. Et d'ailleurs, souvent, l'imaginaire qu'on a sur les risques nucléaires est un peu délirant, ne correspond pas au véritable risque. Mais en tout cas, tout est abandonné. Et je parlais des déchets. Vous me dites si je suis trop long. Hein, Prenez tout le temps, vous connaissez la maison, on a le temps de réfléchir et de développer, allez-y. Emmanuel Macron a cassé un projet de recherche qui s'appelait Astrid. Alors Astrid, on va faire simple, c'est ce que l'on appelle la fermeture du cycle nucléaire, c'est-à-dire que vous réutilisez les déchets nucléaires comme combustible nucléaire,
Et vous n'êtes plus embêté avec des déchets qu'il faut enfouir ou envoyer au fin fond de la Russie pour qu'ils soient traités de manière ou d'une autre. Bon. Et ça vous donne une autonomie qui était jugée sur plusieurs centaines d'années avec nos déchets nucléaires. L'alimentation de nos centrales nucléaires est assurée par nos déchets nucléaires anciens ou à venir. C'est génial. Sauf erreur, c'était un peu le même principe avec le système Super Phénix, qui avait été aussi abandonné au début des années 2000 par le gouvernement Jospin, non? Exactement. Super Phénix, c'est la préfiguration dans le cadre de cette alliance de la gauche plurielle de trucs qui auraient été génial. Si on aurait eu Super Phénix, ça serait vraiment en avance par rapport aux autres. Parce que, je vous le mets en mille, quelle est la première nation nucléaire maintenant qui vend des centrales nucléaires grandes et petites dans le monde et qui donc domine géopolitiquement? Allez. Les Américains, les États-Unis. Non, c'est les Russes. C'est les Russes. Les Russes aussi, Oui. je perds au Trivial Poursuite avec vous, cher Georges. Non, mais c'est du génie. Quand on voit là les claquettes qu'ils essaient de faire pour contraindre la Russie, c'est-à-dire, mais en fait, vous leur avez donné des éléments de puissance qu'on aurait pu avoir nous. À un moment donné, il y a haute trahison, surtout si on est soi-disant en guerre avec la Russie. Il y a en ce moment 200 centrales dans le monde, plus de 200 centrales qui sont en construction. Et l'État russe tient principalement, beaucoup, on parle souvent de Gazprom, mais c'est surtout Rosatom. Et le futur de la Russie est très très basé sur Rosatom. Bon, on va pas rentrer dans ces détails, mais il y a vraiment eu un switch et ils ont pris l'avantage, les Américains aussi évidemment, sur nous. Mais les Chinois, eux aussi, continuent la recherche sur l'utilisation des déchets nucléaires, ainsi que les Indiens. Donc on a décidé politiquement, sans jamais demander et expliquer au peuple son avis, sans jamais demander son avis, de rétrograder. Et démerden zizich après. Parce que si vous n'avez pas le nucléaire qui nous donnait cette autonomie, qui était le génie de la vision de De Gaulle et de quelques autres, on a quoi, nous? On n'a pas de gaz dans la Manche, on n'a pas de pétrole, rien. On a quelques vieilles mines de charbon, mais donc il faut acheter à l'extérieur. Ah si, on a les éoliennes et on a les panneaux photovoltaïques. Là, on est dans la magie pure, enfin dans le fantasme. Parce que toutes ces choses-là, c'est bel et bon. Même si c'est un peu plus compliqué à gérer que des centrales aux hydrocarbures, et ne parlons pas de centrales nucléaires, en termes de stockage, de réutilisation, de continuité de l'apport d'énergie ou de discontinuité. Mais c'est que il faut des matériaux, il faut du métal, il faut des terrains, il faut du cuivre, il faut du cobalt, il faut plein de trucs, il faut du lithium. Ça pousse pas non plus en France tout ça. Alors, on s'expose de toute façon. Si c'est pas du gaz russe, ce sera du lithium bolivien ou des terres rares qui sont en Chine ou en Corée du Nord par exemple. Les terres rares viennent beaucoup de Corée du Nord. Bon, c'est pas super non plus, on va dire, en termes de démocratie tout ça. Donc, on a par faiblesse ou nullité politique, l'abandon de l'élément de puissance. Et ça va être la même chose pour la question de défense. Et d'ailleurs, je vous dirais, je vous ai rappelé la crise de la Covid et la situation problématique, en particulier au regard des médicaments, de la non-production de médicaments en France. Et ça aussi, c'est un abandon. Merci. Si vous regardez sur les 20 dernières années, je n'ai pas les chiffres en tête, mais les auditeurs pourront regarder, c'est effrayant. C'est des milliers d'emplois de recherche qui sont supprimés, c'est des dizaines d'usines de production de médicaments qui sont envoyées à travers la planète. Et la France était une puissance au sens médical. C'est-à-dire si ce n'est pas le meilleur système de santé, c'est quand même bien un bon système de santé. C'est que les gens soient trop malades, c'est la puissance en général pour tout le monde. Ça a été sabordé. Donc on a une destruction volontaire d'un outil qui était en bon état. Ça serait le message principal que je voudrais transmettre sur les questions d'énergie. Après, on peut aller plus loin dans le délire. C'est qu'après, on a la folie furieuse de l'Union européenne, bien manipulée par les lobbyistes allemands qui sont 10 fois plus nombreux que les lobbyistes français à Bruxelles, il faut le savoir, et qui, eux, voulaient casser l'avantage compétitif qu'avait la France d'une énergie nucléaire peu chère.
Donc ça a été la lubie il faut absolument que tout soit concurrentiel. Donc des gros machins comme EDF, Électricité de France, non, il faut casser en petits bouts. C'est ce qu'était en train de faire Macron. Hein. Juste, il a été rattrapé par la guerre, c'était le projet Hercule pour ceux qui sont au courant. Donc c'est le sabordement de ce dernier fleuron d'énergie français. Et ça a été la lubie d'indexer les prix de production de toutes les formes d'énergie sur celle qui est la plus chère. Dit comme ça semble absurde, Ouais. mais c'est ce qui s'est passé. Et la plus chère, c'est le gaz. Et ça a été fait comme ça parce que les Allemands ne voulaient pas de cet avantage comparatif et qu'eux, ils ont une géopolitique tournée vers l'espace russe. Je dis l'espace russe parce qu'ils avaient déjà passé des accords avec l'URSS dans les années 70. Et déjà à l'époque, l'administration Reagan avait fait des sabotages sur les gazoducs qui allaient du RSS vers le sud de l'Allemagne. Bon, bis repetita, il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. Parce que eux, ils avaient trouvé leur autonomie, leur puissance, le moyen d'alimenter leur puissance industrielle avec le gaz russe pas cher. Et donc, ils ne voulaient pas que le soi-disant ami le plus proche dans l'Union européenne, c'est la France, ait son avantage à lui. Résultat des courses, on est dans cette situation absurde où nous, on produit de l'électricité à 50 € le mégawattheure et qu'on a payé jusqu'à 1000. Parce que les cours du gaz, vu la guerre en Ukraine, là, sont partis en vrille complète. Mais ce qui est terrible dans le constat que vous faites, et je pêche sûrement par naïveté, en tout cas dans ce que je vais dire là, c'est que on a quelque chose qui semble implacable en fait. C'est que si on prend la situation de la France, on a un pays qui est en étau, à la fois avec le rôle de l'Union européenne, bien sûr, que vous venez de décrire, et aussi avec ses volontés politiques qui sont en fait, qui semblent être un long enchevêtrement de responsabilités non assumées et de gouvernements qui récupèrent les errances passées des précédents et ainsi de suite. Et on voit bien qu'effectivement, même si par facilité on aurait envie de dire Macron a sabordé la France, on voit bien que tout ça remonte à 20-30 ans, que ce sont des décisions politiques qui se succèdent et que finalement on brandit au regard des citoyens. C'est peut-être là où j'ai toute ma naïveté, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est évident. On a à chaque élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou autre, des candidats pour la plupart qui vont venir brandir leur capacité à tout changer d'un coup. Sauf que tout ça est tellement structurel que la situation d'aujourd'hui, et c'est la question que je veux vous poser, est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation? Finalement, avec tout ce que vous venez de décrire qui s'inscrit sur un temps long, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Oui. Moi, je pense qu'on aurait pu l'éviter, d'abord parce que certains ont tiré l'alerte. Ça serait sûrement trop long, mais je vous invite à regarder ces différents passages dans la commission de l'Assemblée nationale sur la question de l'énergie, qui montrent qu'on pouvait très bien faire. On pouvait très bien faire parce que tout était là. Nos dirigeants ont toujours eu en main ce qu'il fallait faire. C'est pour ça, moi, je pense que c'est une forme de trahison. On a été mis dans une situation qui est assez inextricable, hein, malheureusement, là où on en est. Désolé, mais c'est une situation qui va être difficile pour un bout de temps, qui est récupérable, parce qu'on a toujours quand même des capacités, des ingénieurs, des moyens, il y a toujours des centrales, même si on a pris du retard sur tout un tas de trucs, on peut encore. Mais ça demande un effort justement de temps long. Alors c'est là qu'on a un désavantage. Un désavantage tant par rapport aux dictatures qu'aux démocraties. Par rapport aux dictatures, quelle que soit leur forme, certains seront agacés que j'appelle la Russie dictature, mais bon, la démocratie verticale, comme il dit, voilà. J'aime bien ce terme, c'est très joli. La démocratie verticale russe, ils projettent sur 20 ans. Donc toutes ces questions d'énergie, c'est bien fait. C'est très très bien fait, malheureusement, parce que ce sont des gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on a comme ressources, jusqu'à quand on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut les utiliser comme levier, comment ça maximise notre puissance. En fait, c'est toujours ça qui est au cœur, comment ça maximise notre puissance. Les Chinois, c'est pareil. Bon, là, on a carrément la dictature du Parti communiste chinois. Eux, ils ont plus de problèmes de ressources, mais c'est comment, par nos alliances, entre autres avec la Russie, on va réussir à garantir notre énergie pour assurer notre puissance et qu'on soit première économie mondiale. Donc il y a
cette idée de puissance, de votre pays qui marche sur l'histoire. Les États-Unis, c'est strictement pareil. Sauf qu'aux États-Unis, c'est une démocratie. Bon, c'est pareil. Ça dépend des niveaux, mais là-haut, bon, faut vite le dire aussi. Mais oui, il y a un consensus sur la puissance des États-Unis. Et en particulier sur le rôle central de l'énergie. Il y a quand même peu de dissension qu'on passe du démocrate au républicain. Ils vont se disputer ils vont faire des chicayas sur des sujets sociétaux, mais quand il s'agit d'armée, de géopolitique et d'énergie, bon, plutôt continuum. Ouais. Juste une petite remarque, parce qu'il y a eu à un moment une petite différence, c'était Obama qui avait voulu arrêter les gaz de schiste. Oui. Et vous vous souvenez, à cette époque, on avait tous les Verts. Ils sont les écologistes sont très anti-russes, sont très atlantistes. Ils avaient dit, Obama, c'est le meilleur président du monde, il arrête les gaz de schiste. L'écologie, tout ça, c'est super. Ce qui est pas faux, parce que les gaz de schiste, donc la fracturation de la roche verte, c'est vraiment le truc le plus pourri qu'on puisse imaginer pour le climat. C'est vraiment l'horreur totale. Mais qui l'a remis en route, c'est Donald Trump. Il a remis tout en route, il a dit non, en fait, on produit massivement. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce qu'il était soi-disant élu par les Russes, mais non seulement il continuait à entraîner l'armée ukrainienne, mais il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, à négocier le premier accord d'arrêt de fourniture du gaz russe et de remplacement par du GNL, donc le gaz liquéfié qui vient du gaz de schiste, qui est du gaz de schiste américain, avec la Pologne. Ouais, très curieuse comme attitude pro-russe. Oui. Oui, mais enfin, on voit son ennemi Joe Biden, Creepy Joe, ça ne change rien. Il fait pareil, juste en plus grand. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que nos idiots là, de leaders, pas tous les écologistes, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a plein de gens formidables, mais de leaders de ELV, maintenant, comme eux, ils sont, oh ouais, vite, il faut tout arrêter tout le gaz russe et on va se fournir chez les Américains. Donc, qui est dégueulasse et qui a été fait par Trump. Voilà, on appréciera la continuité logique de certains de nos dirigeants, mais ça illustre assez bien aussi pourquoi on en est là où on en est. Même s'il y a quand même des trahisons. Et le premier, c'est Emmanuel Macron. Parce que franchement, Emmanuel Macron est au cœur de la vente d'Alstom, un élément assez important là, dans les turbines pour le nucléaire, d'une entreprise ultra stratégique à General Electric, en arrosant ses copains de la Bank of Rothschild, de la Bank of America, de Bouygues, de Technip, d'Alcatel, de la mise en place de l'effondrement organisé de l'État en général, parce que ce dont il s'agit, c'est de l'effondrement organisé de l'État, avec les McKinsey, avec les Uber Files. Bon, on a quand même un champion, Macron, il est bien dans la destruction. Et là, que ce soit par nullité, que ce soit par naïveté ou que ce soit par choix, nos dirigeants depuis au moins 20 ans ne travaillent pas dans l'intérêt de la France. Je vous disais les autres, quel que soit leur régime, les Américains, les Chinois, les Russes, ou les Indiens ou les Brésiliens, pensent puissance de leur pays. Eh ben nous, on pense plus puissance de notre pays. On pense des trucs loufoques, comme la souveraineté européenne qui n'a aucun sens vu qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est le grand projet politique d'Emmanuel Macron. Et à ça, on est prêt à sacrifier tout. On va penser atlantisme. L'OTAN, c'est bien, toutes les décisions vont être prises par Washington. Et à ça, on va sacrifier tout. Jusqu'à l'organisation de notre armée. L'organisation matérielle de notre armée, on y viendra. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un certain temps, à force de ne pas penser puissance, qu'il n'y ait pas de consensus sur des choses essentielles. Et je pense qu'on pourrait avoir un affrontement politique intéressant en France avec des gens qui ne sont pas d'accord sur des sujets, mais s'il y avait un consensus sur 2 ou 3 points qui pour moi sont essentiels, c'est de défendre notre identité républicaine sociale qui vient du Conseil national de la résistance et d'avoir un système de sécurité sociale qui fait que la France est ce qu'elle est et avec un système de santé qui fonctionne, et donc on se débrouille pour financer les systèmes de santé plutôt que de s'aborder, d'avoir un consensus aussi sur l'énergie. L'énergie va manquer, ça va être un des gros problèmes dans le siècle à venir. Ça va produire des guerres. Il faut qu'on se mette d'accord pour avoir une source garantie. Ne parlons pas du fait que le nucléaire,
Même Greta Thunberg s'en est rendu compte dans son livre, le dernier qu'elle a fait, qu'elle a dirigé, que c'est une des solutions pour lutter, une des solutions concrètes là maintenant, pour lutter réellement contre le carbone dans l'atmosphère. Et donc les dérives les plus graves de l'évolution climatique. Donc, moi, je prônerais cela. Et si un jour il devait y avoir des alliances politiques, moi, c'est ce que je prônerais. C'est mettons-nous d'accord sur les trucs qui sont essentiels, sur lesquels les gens normaux en France sont d'accord. Ils sont d'accord pour qu'il y ait des politiques qui leur apportent de l'énergie. Oui. Sur ce point, et avant d'aborder les autres piliers du sujet du jour, mais est-ce que les autres candidats, effectivement, alors heureusement, on en compte certains comme vous qui seraient prêts à cela, mais est-ce que d'autres candidats, parmi ceux qu'on a pu le plus voir dans les médias, souvent à regret, mais c'est un autre débat, est-ce que ces gens-là auraient envie? Et deuxième point, est-ce qu'ils auraient intérêt à le faire? Parce que ils seraient quand même obligés de se dédire, parce qu'on pense par exemple à une Valérie Pécresse, alors pour le coup dont le mari avait profité des affaires dont vous parliez, qui avait un rôle précis chez General Electric en France et qui avait récupéré une certaine somme d'argent liée à ce deal de vente. On pense à d'autres personnalités politiques ancrées depuis plus ou moins longtemps, mais qui n'ont jamais poursuivi ce que vous dites aujourd'hui et qui, en tout cas, n'ont jamais assumé les causes de la situation actuelle, que ce soit l'impact de l'Union européenne dans le délitement de la France, l'impact également de l'OTAN, tous ces grands choix politiques, est-ce que ces candidats politiques-là, est-ce que ces personnalités seraient prêtes à non pas s'excuser, parce que ça c'est débile cette repentance permanente, mais serait prête à dire oui, effectivement, on s'est trompé, parce que ça commencerait là en soi. Ces gens-là seront aux manettes depuis des décennies, et finalement, les erreurs d'aujourd'hui sont les décisions de leur camp d'hier, d'une certaine manière. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut un grand nettoyage des écuries d'Augias, et on ne gouverne pas impunément, comme disait l'autre. On est responsable. Ce qui moi, m'est insupportable, et je pense à beaucoup de Français, c'est ce côté... C'est pas de ma faute, je suis pas responsable. Merde, vous voulez être de conseiller régional à président de la République française, eh ben c'est à tort ou à raison. Vous considérez que vous, Jean Dugenou, vous ou Jacqueline Dugenou, vous avez un talent quelconque pour travailler dans l'intérêt de vos concitoyens, car c'est bien de ça dont il s'agit en politique. C'est pas de nuire à l'intérêt général. C'est éventuellement de ne pas être d'accord sur le chemin qui va mener à l'intérêt général, mais pas de nuire. Alors ceux qui nuisent à l'intérêt général, à un moment donné, je vais vous dire, il n'y a pas de rattrapage. Vous avez parlé, je pense, si je me souviens, sur votre chaîne de von der Leyen, il n'y a pas de rattrapage. Un petit peu corruption, hein, les baleines sous gravillon, comme on dit. Ouais, elle n'avait pas vu le sac. Elle n'avait pas vu le sac de billets chez elle, cette chère Kylie, la vice-présidente du Parlement européen. Elle a déclaré, Kylie, qu'elle n'avait pas vu le sac. Ah, mais non, moi je parlais vraiment de von der Leyen. Oui, aussi. Avec son mari, avec les financements. Non, mais là, je parlais de von der Leyen, avec son passage à la Bundeswehr, au ministère de la Défense en Allemagne. Non, c'est quelqu'un qui n'œuvre pas il œuvre dans l'intérêt d'autres. Or, on a une classe politique. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est plus global, mais on a une classe politique, on a une élite qui trahit sa nation. Et pas qu'en France, dans tous les pays. On a une élite qui, petit à petit, parce que la structure de l'économie a changé, et s'est mondialisée, n'ont plus intérêt à œuvrer au bien commun de leur nation. Ils ont intérêt à œuvrer au bien commun de leur surclasse internationale, à laquelle ils appartiennent de facto, à laquelle une von der Leyen ou un Macron appartient. Donc non, je pense pas que ça puisse se faire avec ces gens-là. Comme Einstein disait, on va pas demander à ceux qui sont la cause du problème de trouver la solution. En général, allez, on va être bon et généreux parce que nous le sommes, mais certains, on peut imaginer, qui ont fait des erreurs et reviennent et s'excusent, pourquoi pas. Mais tendanciellement, il y a une responsabilité, on ne gouverne pas pour rien, donc on est responsable. On est responsable de ce qu'on a fait. Tant d'avoir mis la main dans la caisse que d'avoir raté à la direction du pays vers un mieux-être général.
Et justement, on a une transition qui est toute trouvée par rapport au deuxième pilier de la discussion sur la question de la diplomatie française et par rapport à ce que vous dites sur comment dire, ce grand réseau ce grand réseau élitiste qui se tisse aujourd'hui en France et dans des institutions supranationales comme l'Union européenne ou l'OTAN, avec tous les problèmes que l'on connaît et que vous venez d'évoquer. Là, il y a urgence, il y a le feu dans la chaumière parce qu'on le voit avec la réforme du corps diplomatique français. Est-ce que sous nos yeux, n'est pas en train de se construire un vaste réseau d'intérêts où sont nommés aux postes clés, à l'image d'une von der Leyen d'ailleurs, des personnes qui sont autant de points d'équilibre entre si cette personne-là tomberont avec elle d'autres personnes de ce réseau qu'on voit avec la vice-présidente au niveau du Parlement européen, où ce ne sont jamais des loups solitaires. Les faits, les magouilles, les faits de corruption ou autres sont tellement énormes qu'il y a une logique de réseau que l'on retrouve à chaque fois. Et aujourd'hui, est-ce que, bon, c'est là où peut-être que c'est tiré par les cheveux et vous allez nous éclairer là-dessus, mais est-ce que cette politique qui est menée par Emmanuel Macron, qui lui-même est au centre de nombreux systèmes en réseau, où on l'a vu, son ancien rôle de banquier d'affaires, avec des gens qui ont profité de ces deals négociés, ces mêmes gens que l'on retrouve dans le financement d'En Marche en 2016-2017, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que cette mort de la diplomatie française avec des remplacements, avec des gens qui ne sortiront pas du corps diplomatique à proprement parler, est-ce que tout cela n'est pas juste qu'un prolongement de cette immense toile d'araignée du délitement français, enfin qui contribue en tout cas au délitement français et même d'autres pays? Si, ça va totalement dans cette logique-là. C'est même au cœur de la logique. J'allais dire que la conséquence on va chauffer les écoles à 18 degrés et l'énergie pour nos entreprises coûte 9, 10, 12 fois plus cher qu'aux États-Unis maintenant, est une conséquence de cela. D'ailleurs, en parlant de relations diplomatiques, il faut que vous sachiez qu'à l'époque, c'était une décision de François Hollande et Emmanuel Macron. On a arrêté la collaboration avec le partenariat, plutôt, avec la Chine sur les centrales au thorium. Alors, on va pas rentrer en détail, mais les centrales au thorium sont des centrales nucléaires quasiment propres, qui fonctionnent au thorium. Et les Chinois ont lancé les 2 premières centrales au thorium au monde il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Et on a des centrales au thorium en Bretagne. On a des mines de thorium en Bretagne. Il n'y a pas besoin d'aller, je sais pas où. Un des nombreux éléments de rupture dans la relation diplomatique. Donc oui, Emmanuel Macron s'aborde définitivement le corps diplomatique français. Alors, il n'est pas responsable de tout, le pauvre homme, ça serait pas sympa. C'est un mécanisme assez ancien, qui encore une fois vraiment le grand tournant, c'est fin des années 90-2000. C'est là que ça, dans tous les domaines, c'est là que ça part vraiment en sucette. À l'époque, on avait une commissaire aux affaires étrangères qui s'appelait Madame Ashton, la baronne Ashton, parce qu'elle était baronne, et qui avait l'objectif de s'attaquer spécifiquement à la diplomatie française. Alors ça s'est pas fait en disant c'est pas bien la diplomatie française, ça s'est fait il faut créer une grande diplomatie européenne parce que l'Europe sera une puissance. Et de créer des instances pas réellement décisionnaires, mais très très bien rémunérées. Où vous allez envoyer des diplomates français pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans à des postes un peu placards, mais où c'est très très bien payé. Et c'est un excellent mécanisme pour casser votre diplomatie. Ça a été c'est un peu pour la même chose qui a été faite avec une partie de nos officiers supérieurs. On décide rien du tout à l'OTAN, mais il y a plein de postes payés très très bien à Mons et à Bruxelles dans le commandement de l'OTAN. Et ça permet pendant plusieurs années de bien vous laver le cerveau sur c'est très très bien d'être dans l'OTAN. Donc d'où l'effet ciseau. Mais pourquoi à la base tout ça ? La France est un pays particulier. Il a une histoire particulière et il a une position particulière dans le monde. Voilà, je ne suis pas dans tout est égal non, tout n'est pas égal. La France a une position géographique, une forme de puissance et une histoire qui en font quelque chose de particulier. Et c'est en France
avec la Grande-Bretagne. Il ne faut pas tout remettre à la France, mais quand même, c'est la France qui le finalise et crée les institutions réellement avec la Révolution française et sous Napoléon Bonaparte. C'est l'État-nation, avec le fonctionnement tel qu'on le connaît. Et ben, ça a été le modèle pour le monde entier. Et ce modèle d'État-nation, c'est un modèle où on privilégie l'intérêt de la nation. D'ailleurs, c'est très clairement écrit dans notre Constitution. Il suffit d'ouvrir la Constitution, c'est le premier titre, ça s'appelle de la souveraineté. L'État-nation n'est pas compatible avec la mondialisation. C'est pas compatible avec une métaclasse qui se partage le gros de la richesse mondiale. Ça n'est pas compatible avec des institutions supranationales comme l'Organisation mondiale du commerce au niveau mondial ou plus localement l'Union européenne, qui sont des organisations qui visent à libéraliser l'économie, à enlever toute forme de protectionnisme, à niveler souvent par le bas les salaires, à maximiser les profits de quelques-uns, en particulier de la finance. Cette tendance très forte qu'on a depuis le milieu des années 80, de cette mondialisation financiarisée, l'État-nation, et en particulier l'État-nation France, eh ben, c'est un obstacle. Et donc, il faut spécifiquement s'y attaquer. Et il faut s'y attaquer tant dans ses moyens réels, c'est-à-dire désindustrialiser, saborder son énergie, affaiblir son armée. Ils ont très très bien réussi. Mais aussi moralement, en enlevant l'idée même de France, que c'est intéressant, que c'est une spécificité, que ça parle au monde, qu'il y aurait quelque chose à dire au reste du monde. Donc, c'est un long terme de saborder l'État-nation, et en particulier l'État-nation France. Et donc Emmanuel Macron ne fait que continuer, alors je disais, il a mis le turbo, mais il fait que continuer. Pour de mauvaises raisons, alors qu'on aurait pu faire une réforme intelligente, il supprime l'ENA. Alors tout le monde est content parce que l'ENA c'est nul, mais ça forme des ultralibéraux, mais peut-être c'est le problème, c'est la formation, c'est pas tant le cadre scolaire. Parce que si c'est pour fabriquer ailleurs des gens qui sont même pas passés par un concours, mais qui seront encore plus des fous fanatiques du libre-échange mondialisé, on voit pas très bien qu'est-ce que nous on y gagne. Voilà, la suppression symbolique d'une école. Ben, c'est pareil avec la diplomatie. Enlever la diplomatie française, qui était le deuxième réseau diplomatique mondial, c'est détruire la puissance de la France. Point. Et c'est en cours. On parle beaucoup de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en particulier avec les Russes. Ben, les Russes sont pas cons, ils s'attaquent aux maillons faibles. Ouais. Mali, Burkina Faso, et dans d'autres pays, ils sont en train de... Avant, c'est Centrafrique. Ils rentrent là où c'est mou. Mais il n'y a pas que. Parce qu'on parle d'eux à cause de Wagner, ça, bon. Et puis comme il y a un conflit en ce moment, ça permet de mettre la responsabilité, mais durant le mois d'août là, qui est passé, mois d'août 2022, on n'en a pas fait les gros bruits, mais le Togo et le Gabon. Alors vraiment des anciennes colonies françaises, très dans le néocolonialisme français, très dans la France-Afrique, eh ben, sont rentrés dans le Commonwealth. Ouais. Le Commonwealth, c'était d'énormes alliances économico-culturelles britanniques. À deux anciennes colonies françaises. Là aussi, les Britanniques se sont dit, bah, voilà, c'est les faibles, c'est les mous, on peut leur arracher. Désolé de caricaturer, mais c'est ça en fait. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais j'allais dire arracher des parts de marché. Et c'est ça en fait, c'est des parts de marché. Parce que malheureusement, le colonialisme, ça a été d'abord la conquête de parts de marché et les rendre captives de la production industrielle du pays colonisateur. Bon, bah là on a dégagé la France. Et on se fait dégager. On s'est fait totalement détruire dans le monde arabe. On avait, c'était la diplomatie gaullienne en direction du monde arabe qui était très très forte.
Il y a avec la guerre en Syrie, avec le n'importe quoi de la guerre en Syrie, son illégalité, fausse justification BHL, alors, cerise sur le gâteau de l'ineptie. Faut imaginer le ridicule que ça représente dans le reste du monde. Bien sûr. Sans parler de la Libye. Puis les conséquences au Sahel, au Mali, enfin, c'est infini cette histoire. Puis ça a été la Syrie. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que le dernier, j'appelle ça le chant du cygne de la diplomatie française, ça a été ce magistral discours de Dominique de Villepin sous la présidence de Jacques Chirac en 2003 aux Nations Unies, où il dit non à la guerre en Irak. Non, on va pas faire une guerre absurde qui va faire des malheurs, qui n'a aucun sens, qui est injustifié. Bon. Je rappellerai que là, vous avez tout un tas de gens qui sont allés à l'ambassade des États-Unis s'excuser. De Glucksmann, qui était jeune et qui lui demandait à corps et à cri dans le cercle de l'oratoire, il faut absolument qu'on aille en guerre, mais il y a eu Moscovici, un Sarkozy, un François Hollande qui sont allés dire « Ah non, nous on sera des gentils, nous, on va bien obéir. » Bon. Donc c'était la fin. Puis la guerre en Syrie. Mais dans le reste du monde arabe, et c'est là on va arriver sur un point qui est assez terrible pour l'ensemble de l'Occident, et en particulier la France, avec la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Le reste du monde, il nous regarde. On a l'impression que quand on regarde que BFM TV et le CTI, que le reste du monde n'a pas une manière différente d'aborder les choses. Bon. Mais dans le reste du monde, ils ont vu Kadhafi arriver et faire des grandes embrassades avec Nicolas Sarkozy et puis aller mettre sa tente de bédouine à l'Élysée. Ils ont vu ça. Ils ont vu Bachar el-Assad être accueilli 2 fois en France, être décoré de la Légion étrangère, siéger, je sais plus si c'était à gauche ou à droite du président de la République, et de voir ses troupes d'élite défiler sur les Champs-Élysées. C'était pas longtemps avant. Ouais. Et après, arrêt de relations diplomatiques, bombardement, attaque, guerre, au point où, pendant la guerre en Syrie, même l'Allemagne a maintenu une antenne de ses services de renseignement à Damas. Nous, non. 0. On n'a même pas financé le lycée Charles de Gaulle. C'est un des plus vieux lycées des Français de l'étranger. C'est le lycée Charles de Gaulle de Damas. Il a survécu exclusivement grâce aux Syriens francophones qui sont débrouillés en pleine guerre avec leurs propres problèmes qui n'étaient pas que petits pour aller trouver quelques sous, des proviseurs, des profs à la retraite pour maintenir le truc. Ça, c'était à l'époque Fabius, 0 financement. Ouais, bon. Et donc, ce qui se dit, c'est que mais la France n'est pas sérieuse dans ses engagements. Un jour, vous pouvez être dans le jacuzzi avec le président et boire du champagne, et puis le lendemain, il va vous envoyer des flingueurs. Alors, je suis bien conscient de l'aspect non politiquement correct de ce que je dis là, parce que nous, tout ça, c'est fait sous couvert de démocratie, des droits de l'homme, et on intervient parce que ça pour protéger les gens. Bon, on s'est bien rendu compte que tout ça est quand même largement une fumisterie, ce qui nous ridiculise aussi, très fortement. On peut agiter la guerre humanitaire, les droits de l'homme, mais au bout de 2 ou 3 fois où on se rend compte que c'est dévoyé, ça marche plus très bien après, on n'est plus très crédible. Les Russes, eux, ils interviennent à l'étranger par intérêt. Et ils le disent comme ça. Et ce qui se voit dans les pays arabes, c'est que le Kremlin, Poutine, soutenait Assad, qu'il a soutenu jusqu'au bout. Puis quand ça allait vraiment pas, puis quand il y avait Daesh, puis quand il y avait les Américains, puis tout le monde qui bombardait, il a soutenu, et le régime a survécu. Si un jour on doit avoir un allié géopolitique, mieux vaut que ce soit la Russie, ou des gens qui sont stables dans leurs alliances. C'est pour ça que vous avez ils font tous copain avec la Russie. C'est pour ça que toutes les sanctions sont assez ridicules. On a le président, parce que c'est un président, des Émirats Arabes Unis qui est allé avec Poutine, ils ont une grande accolade. Vous avez plein de chefs d'État africains qui y sont allés. Vous avez, y compris le Qatar qui fait les yeux doux. Même l'Arabie Saoudite. Ouais. Et c'est pas étonnant, parce que comme l'a dit fort justement le premier. Je lui rends honneur, même si je ne suis pas d'accord avec plein de choses qu'il dit, mais Charles Gave,
sur ces questions-là. La puissance de l'Occident repose sur 2 ou 3 trucs qui sont là depuis plusieurs siècles. Le concept de liberté en général, bien sûr, qui est important, mais aussi le contrat et le fait qu'on ne va pas toucher à votre propriété privée. C'est dans les dictatures où on vient vous prendre vos trucs quand on a envie de les prendre, vos biens. Et c'est pour ça que le dollar, d'une certaine manière, le dollar et d'une certaine manière l'euro étaient, je sais pas, on est quelque part dans un temps qui est entre le son et était, les monnaies de référence mondiale. Parce qu'on lui donne une confiance particulière. Quoi qu'il se passe, si j'ai de l'euro, il aura toujours de la valeur parce que c'est des gens qui respectent les contrats. Voilà, ils ont vu ce qui s'est passé avec un certain nombre d'oligarques russes, avec les sanctions. Ok, on fait des sanctions contre les oligarques russes. On a très bien vu en quoi ça a beaucoup perturbé l'État russe. Il y a plein de Russes qui étaient plutôt contents parce qu'ils ont un amour démesuré pour leur propre Pinot et leur propre Bolloré. Il faut bien se rendre compte que si on leur tape leur yacht et leur maison secondaire à l'étranger, les Russes, ils ont fait super. Mais par contre, les Qataris, les gens de Brunei, les gens des Philippines, les gens qui ont des avoirs, des actions, des entreprises en France, ils disent c'est fini en fait. Chez nous, on découpe un peu des gens, des fois il y a des petits problèmes avec les droits de l'homme. Donc ça veut dire que n'importe quand, ils vont appuyer sur un bouton et nous prendre ce qu'on a investi là-bas. Donc on se coupe l'herbe sous le pied. Donc tous ces éléments font que petit à petit, la diplomatie s'effondre. Mais vraiment française. Mais le principal, c'est qu'on n'a pas une volonté de puissance et on n'a pas une volonté de peser en tant que France. Ça s'est arrêté en 2003, ça fait maintenant presque 20 ans. C'est long, 20 ans. Donc ça fait de la casse, 20 ans. C'est une génération. On n'a plus ce côté non. En tant que France, je dis non aux États-Unis, ou je dis non à la Russie, ou je dis non à la Chine, ou je dis oui à autre chose, ou oui ici, non là. Et je décide pour moi parce que c'est mon intérêt en tant que France. Ça ne se fait plus. Et donc vous n'avez plus cette diplomatie que Emmanuel Macron vient définitivement d'enterrer. Vous avez la construction de ce que Emmanuel Macron a très honnêtement dit et fait depuis son premier quinquennat, qui est la construction de la souveraineté européenne. Donc c'est le transfert de la puissance française à cette instance supranationale qu'est l'Union européenne. Et ça se lit parfaitement dans le traité d'Aix-la-Chapelle, tout le monde a un peu oublié, mais c'est le traité que lui a voulu, qui est un traité. On avait été un tout petit peu critiqué à l'époque, on avait écrit chez Régis de Castelnau, on avait fait l'analyse de ce traité, on avait dit, mais en fait, c'est un transfert. On abandonne notre diplomatie, on abandonne même, il y a dans le texte, pour nous, l'abandon du siège au Conseil de sécurité, l'abandon de notre dissuasion nucléaire au profit d'un truc européen. C'est QFD. Ouais. C'est normal que notre diplomatie s'effondre. Donc là encore, c'est un choix politique. On a décidé de s'aborder un des plus beaux outils de souveraineté que nous avions. Et tout ça avec le dernier grand point qui s'inscrit absolument dans la même logique, cette logique de délitement depuis le début, et qui est une conséquence logique aussi de ce que vous dites sur la diplomatie, c'est la question de la défense, à la fois sur notre sol. Enfin, on voit aujourd'hui pêle-mêle, parce que toutes les semaines on a des exemples, mais on voit sur les questions intérieures, par exemple, un Premier ministre qui est en la personne de Gérald Darmanin, qui aujourd'hui, ça n'est que mon avis, mais est c'est même plus hors sol, c'est hors réalité. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple du match France-Maroc qui a eu lieu hier, au moment où on enregistre cet échange, il vient parler devant les officiels, il vient parler de 3 vitres brisées à Paris. On a 10 000 policiers et gendarmes sur le sol français. On a aussi la fameuse histoire des supporters anglais au Stade de France, où à 2 ans de l'organisation des Jeux Olympiques, donc c'est quand même pas le concours de sac de patates à Monceau-les-Mines, on a les Jeux Olympiques et on voit qu'une finale de Ligue des Champions, malheureusement, la France n'est pas capable, avec des gens au pouvoir qui viennent s'en expliquer devant des commissions d'enquête, avec des comportements qui sont ceux presque des racailles. Je pense à ce cher Didier Lallemand qui vient expliquer aux sénateurs quel est votre problème, quand même, comme réponse, fallait oser. Donc, pour prendre l'exemple
sur un ton un peu léger, mais malheureusement, qui, quelques années en arrière, cette question de défense intérieure qui nous avait amené à discuter de la lutte contre le terrorisme dans des situations beaucoup, beaucoup plus graves et plus lourdes pour le pays. Et il y a la question aussi de la défense extérieure, où aujourd'hui, on a l'impression que la France, en tout cas dans l'actualité la plus récente, la France est devenue une sorte de le bon coin de l'armement, où on va donner des canons César à l'Ukraine, on va donner des Rafales à la Pologne, on a comme ça, même là, cette même notion de délitement où on distribue nos propres armes sans aucune certitude de pouvoir les reconstruire et à quel horizon, ça on ne sait pas. C'est par exemple la question pour les canons César qu'on a donné. On ne sait pas aujourd'hui au niveau des chaînes de production quand est-ce qu'on pourra rétablir tout ça et remonter nos propres stocks. Là aussi, sur l'armée française, alors, question peut-être un petit peu provocante, mais vous allez justement là encore nous expliquer l'armée française et toute sa résonance historique, toute sa puissance centenaire, voire millénaire. Est-ce un vieux souvenir, finalement, ou là encore, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu d'optimisme? Je vous en supplie, cher Georges, aujourd'hui un petit peu. Ah, mais j'ai commencé avec l'optimisme. J'ai dit C'est qu'il vrai. y a les moyens, il y a l'histoire, il y a tout. Hein. Je caricature, il y a juste un petit peu des traîtres là-haut. Un petit peu. Et je crois que le peuple a très très envie. Vous voyez, par exemple, pour l'armée. Moi, je suis un grand défenseur du retour au service national. J'ai toujours argumenté pour. Je l'ai fait. J'ai servi d'autres pays. Ben, c'est très populaire. Et plus vous allez dans les couches populaires, plus c'est populaire. Si on faisait un référendum de retour du service national, y compris à composante militaire, c'est gagné d'office. Et à chaque fois qu'il y a un référendum dans les pays européens, à chaque fois, c'était pour le maintien du service national. Ou pour son retour, ou pour sa prolongation. Donc le problème est là-haut. Le poisson pourri par la tête. Ça implique vraiment à la France. Donc le problème, c'est que la suite n'est pas agréable dans mon propos, puisque ça va pas très bien. Mhm. Et c'est pas juste pour être une pleureuse et jeter de la cendre et dire mon Dieu, c'est atroce. C'est une conséquence objective de tout le reste. Le militaire ne décide rien. On est en démocratie, en république. Le militaire applique les décisions politiques. Donc si le politique est défaillant, a décidé d'abandonner toute souveraineté et de se mettre sous l'aile de Washington ou de n'importe qui, peu importe, de construire une souveraineté européenne et de ne plus se penser en puissance, c'est sûr que l'armée, ça va pas être... C'est pas perdre des plumes. Et elle a perdu beaucoup de plumes. L'armée française fait longtemps qu'elle est à l'os. Vous vous souvenez le premier esclandre qu'il y a eu avant l'affaire Benalla, sous la présidence de Macron jeune, Jupiter arrivé au sommet de l'Olympe. C'était le général Desportes. Ouais. Le général De Villiers, qui était commandant, qui était chef d'état-major des armées françaises. Qui fut, il y a quelques années de ça, mon commandant en Afghanistan. Bon, eh bien, vous vous souvenez, il y a eu un esclandre, et il a dû démissionner. Pourquoi? Parce qu'un député, il me semble, de la France Insoumise, Monsieur Bastien Lachaud, pour ne pas le nommer, avait révélé quelque chose qu'il avait dit en commission à huis clos de la défense. Les commissions de la défense à l'Assemblée nationale, celle dont je vous parle était publique, sur le nucléaire. C'est là, les commissions, évidemment, de la défense sont à huis clos. Donc, les informations ne sont pas censées sortir. Le général De Villiers, il n'a pas pris son sabre en disant Macron, il est nul. Il faisait que son travail. Les députés lui posent la question est-ce que vous avez les moyens de faire ce qu'on vous demande? Et il dit non, on n'a pas. Esclandre. Mais ceux qui l'ont suivi disent la même chose. Il n'y a pas. À un moment donné, il y a une inadéquation entre les moyens et ce qu'on nous demande. Alors, on pourrait rétorquer que les lois de programmation militaire ont eu la part belle sous Emmanuel Macron, qui a augmenté les budgets de la défense. Ça n'est pas faux, mais c'est un leurre. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une réduction capacitaire depuis 2000. Le volume de nos armées a été quasiment divisé par 2. Tout un tas de régiments ont été fermés, ce qui n'a pas aidé beaucoup de villes de la France périphérique, comme on dit négativement, la France
qui n'est pas dans la métropole. Mais souvent, c'est comme fermer une grande usine. Hein. Vous avez un régiment avec 1500 personnes. C'est un bassin. Un bassin. C'est 3000 emplois en plus des 1500 qui sont supprimés. Vous perdez 5000 emplois dans une ville moyenne. La France, des départements, les sous-préfectures, c'est fini. La ville est à l'arrêt. C'est comme perdre une grande usine. Donc on a eu des réductions de capacité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cette projection de nous, la France. On veut faire quelque chose dans notre intérêt, pour notre défense, parce que nous, on le veut. Et si vous vous inscrivez dans un grand machin, vous avez ce calcul fallacieux qui était de se dire « Ah bah, regarde, nous avant, on avait 400 000. Oui, mais là, maintenant, on est avec les Américains. Alors, ils ont 3 millions et demi. Puis, il y a les Allemands qui ont 250 000, 300 000. Puis, il y a les Espagnols, puis il y a les Polonais, puis il y a tout ça. Puis, il y a même les Lituaniens qui amènent 2000. On a une armée de plusieurs millions de bonhommes, on a des centaines d'avions, des milliers de chars, tout va bien. C'est ça le calcul. Bon, je caricature un tout petit peu pour que ce soit marrant, mais c'est ça qui a été fait, en fait. Et on s'est dit, on va développer... Non, on va arrêter de fabriquer des trucs qui servent à rien, comme les fusils d'assaut et les munitions pour les fusils d'assaut, tout ça. Pas besoin. On va réduire, on supprime le service national et on va faire des forces spéciales. Parce qu'on avait le concept de guerre... les guerres qu'on avait à ce moment-là, c'est 99, c'est la guerre de l'OTAN contre... qui restait de la Yougoslavie, principalement la Serbie. C'est la guerre de 2001. Non, mais d'abord en Afghanistan. Il y a eu celle de 91 en Irak, puis 2001 en Afghanistan, puis 2003 en Irak. Et puis d'autres guerres, des interventions comme à Mogadiscio, ou ce que pouvait faire la France. Mais à chaque fois, c'est pas un Goliath, c'est 250 Goliaths qui s'écrasent sur un demi-David. Qui sans fronde. Il n'y a aucune chance. C'est des armadas. Vous avez c'est la canonnière contre la Sagaie. Il n'y a aucune chance, en fait. Même si des fois, il y a des exploits pour lesquels on a dû se méfier. C'est-à-dire que l'armée américaine s'est quand même fait dégager de Mogadiscio. C'était Black Hawk Down, chute du Faucon Noir. Qui a été remasterisé en sorte de victoire, mais bon, ils ont quand même fait tataner. Non, mais c'est intéressant, c'est qu'aucune guerre n'est gagnée. Hein. Aucune guerre n'est gagnée par ce truc qui a une masse militaire colossale, mais qui donne l'impression qu'elle peut écrabouiller. Alors, elle écrabouille sur le début des conflits, mais après, c'est perdu. Bon, on a vu l'Afghanistan, 20 ans. Au bout de 20 ans, bon, rien. La France, au bout de 13 ans, au Mali, rien, on est dégagé. La Libye, ça donne rien du tout. La Syrie, c'était perdu. L'Irak, chaos total. Ça a même créé Daesh. Franchement, c'est des succès retentissants, quoi. Mais c'était ça l'idée. On a un gros truc, donc on va réduire les capacités de chacun. Et ça a été l'idée géniale des États-Unis dans le cadre de l'OTAN pour asservir la France. Que les États-Unis ont deux problèmes dans l'Union européenne. C'est la puissance stratégique militaire de la France et la capacité industrielle de l'Allemagne. Et je vous ai dit, ça fait des années que les États-Unis veulent récupérer des parts de marché allemands. Là, ils ont réussi. Avec la guerre en Russie, couper le gaz avec la Russie, c'est couper le gaz russe pour les Allemands. Vous voyez l'état de l'industrie allemande, ça y est, ça délocalise. Il y a des bouts de BMW, de Mercedes qui partent aux États-Unis. Les États-Unis, venez chez nous, ça coûte 9 fois moins cher, 10 fois moins cher l'énergie. Bon, vous faites un calcul, hein, vous êtes un patron, c'est vite vu. Hein. C'est pour ça que ça ferme chez nous aussi, là, en ce moment, où on arrête la production. Mais souvent, les arrêts de production, prenez Duralex, par exemple. Là, je fais vraiment un aparté, mais ils ferment la production. Oui, le truc augmente de 18 fois. On va pas produire des verres comme ça, c'est Duralex, c'est ça. Hein. On va pas produire des verres qui coûtent 18-25 fois le prix, en fait, ça n'a pas de sens. Donc on fait un arrêt de production, chômage technique. En France, il y a des moyens de faire du chômage technique, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont avoir des stylos, puis ils vont avoir des calculatrices, ils vont faire tic, 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 tic. Et si on en profitait pour délocaliser un bout ou de la totalité là où c'est pas cher. Donc grosse victoire des États-Unis.
Et depuis 1954, avec la communauté européenne de défense, que les États-Unis ont beaucoup soutenue, et contre lequel la France est opposée, en particulier le général de Gaulle, on avait la volonté de s'aborder l'outil militaire français. Encore une fois, j'espère que je suis clair, l'outil militaire français, il est stratégique, c'est-à-dire que c'est une des rares nations qui peut décider de faire des choses en propre, dans tous les domaines, naval, aérien, spatial, de renseignement, et intervenir à l'étranger. Mhm. C'est ça qui était visé et qui a été obtenu. Or, dans cette grande idée que je vous décrivais au début, là, pour résumer, réduisons nos capacités parce qu'on est dans un plus gros truc. Donc on est plus fort, parce qu'on est membre de ce gros truc. Eh ben, ça a été théorisé à l'OTAN sous le concept de Smart Defense, la défense intelligente. Et c'est ce que je viens de vous dire. C'est le concept de mutualisation, tant des forces, mais qu'aussi de la production industrielle de défense, et la nécessité de se mettre tous sous format OTAN pour pouvoir agir, le gros machin, pour qu'il puisse agir en interopérabilité. Voilà. Et il faut arrêter d'avoir des prises iPhone et USB-C et USB 3 et 2, c'est tout le monde a le même truc. Je caricature un tout petit peu, Oui, non, mais c'est ça, l'idée. Voilà. Et c'est enlever les capacités de décision des États, en particulier la France, et spécifiquement sur l'industrie de défense. C'est la mutualisation. Donc vous faites des gros partenariats, où finalement c'est plus les États qui décident, ce sont des grosses sociétés qui sont déconnectées du pouvoir d'État. Je pense par exemple à Nexter, une autre magnifique privatisation sous François Hollande. Je ne sais pas si vous connaissez Nexter. Très franchement, de nom pour avoir lu dans les journaux, mais là, une fois de plus, vous allez éclairer ma lanterne et celle de nos spectateurs. Giat Industrie. Non. Les arsenaux royaux. Déjà plus. Bon, depuis les arsenaux royaux, qui ont fait le canon Griboval pour les fans d'histoire, ce qui nous a permis de gagner à Valmy en criant Vive la Nation, en tirant 2 fois plus loin que les canons prussiens. Puis ça a bien servi Napoléon, qui était artilleur. En passant beaucoup plus tard par Giat Industries et Nexter, c'est le truc qui fait nos canons, nos chars. Le char Leclerc, était produit par Nexter. C'est nous, mondial, hein, invention mondiale française. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui aiment bien ce genre d'image, qui fantasment un peu en regardant des véhicules gros, lourds et qui pèsent 50 tonnes et qui vont très vite et qui sautent, de capacité de tirer en sautant et en bougeant parce que la tourelle, elle bouge pas. Voilà, c'était une technologie française. Hein. Personne ne le faisait dans le monde. Ça donne un immense avantage. Votre char va vite et il tire en même temps, c'est assez pratique. Bon. Et bien sous François Hollande et avec Macron, ministre d'économie, Nexter a été fusionné avec Krieg Meyer Weissmann, KMW. Ça, c'est pas espagnol. Qui eux, non, pas espagnol. Qui a fait les chars Léopard, hein, allemands. Les Allemands, ils ont un continuum. Peut-être vous vous souvenez, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient des chars Tigre. Maintenant, ils font des chars Léopard. Ils aiment bien marquer la continuité, eux. Les usines, où elles sont parties? C'est en Allemagne. Ouais. Et là, le siège de ce machin, dont le nom m'échappe, où est-ce qu'il a été mis? Aux Pays-Bas. Défiscalisation. Et plus aucun rapport organique avec l'État français. Bon, je prends juste cet exemple, mais c'est vraiment cet exemple de la Smart Defense. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Macron, et là il insiste lourdement quand même, au point où Emmanuel Borne a fait 3 fausses déclarations. C'est le projet SCAF, d'avion européen, franco-allemand, italien, je sais pas quoi, et surtout franco-allemand. Bon, c'est assez amusant parce que c'est dans le projet européen, et en particulier franco-allemand, les seuls qui savent fabriquer des avions de combat, c'est la France, et personne d'autre. C'est Rafale, qui est un des meilleurs avions polyvalents au monde. C'est pour ça que les Américains, nos alliés du gros machin, là, nos chefs, à chaque fois qu'un pays veut acheter des Rafales, ils arrivent avec leurs grosses propositions, leurs gros sabots, et ils font tout pour que ce ne soit pas des Rafales qui soient achetés, mais des F-35. Ils l'ont fait en Italie, ils l'ont fait avec la Suisse, et ils viennent de le faire avec le Qatar. Allemagne. Oh oui, Allemagne.
L'Allemagne. aussi, ouais. L'Allemagne, qui veut faire des avions de combat avec la France, mais qui vient d'acheter de précommander des F-35. À un moment donné, on peut être ridicule jusqu'au bout, mais normalement, quand on se tient, on dit bah non, les amis, on va pas faire. Soit vous nous achetez nos Rafales et on fait des trucs ensemble, soit on fait nos trucs à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que par 3 fois, c'est le PDG de Dassault qui est revenu de Berlin en disant non, on ne donnera pas nos secrets industriels à l'Allemagne parce que c'est ce qu'ils demandent. Ça peut vous sembler complètement loufoque ce que je vous dis, mais vraiment, là, les auditeurs, vous googlez, vous cherchez par moyen qui vous chante, dans les bibliothèques, dans la presse, il y a une demande de l'Allemagne de livrer les secrets industriels de Dassault. Et on a un gouvernement qui dit oui. Et le dernier rempart qui défend la souveraineté de la France dans le domaine, c'est le PDG de Dassault. Mais évidemment, ça a craqué. Et ça fait 3 fois qu'il dit non. Donc voilà, on est dans une logique, là encore, d'abandon de ce qui faisait notre puissance. Donc de réduction de notre force, de mutualisation et de dispersion de notre savoir-faire militaire. Dans bien des domaines, pour faire des tas d'exemples, quand François Hollande est élu président, il fait une de ses premières sorties, c'est le 20 mai 2012 au sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago, c'est Barack Obama à ce moment-là, et il lance le projet de bouclier antimissile, qui est le truc qui va énerver les Russes au maximum, c'est-à-dire installer des boucliers, des missiles antimissiles contre les missiles coréens et iraniens, mais les missiles antimissiles sont postés en Roumanie, en Pologne et les radars en Tchéquie. Les Russes sont pas totalement nuls en géographie, ils ont dit vous foutez de notre gueule, c'est des missiles qui sont tournés contre nous. À ce moment-là, on avait le projet Spiral, qui est la reconnaissance missile satellite. On était leader mondial. Leader mondial, ça a été refilé aux États-Unis par François Hollande. Récemment, on a vendu la TECOR. La TECOR, c'est cette bonne vieille entreprise française sur laquelle a piloté Saint-Exupéry. La TECOR était au fondement de la création d'Air France. Bon, c'est une vieille entreprise qui fait des bouts de trucs dans l'aviation, mais aussi ils étaient leaders mondial dans le Li-Fi. Alors, là, on se parle, on est connecté en Wi-Fi. Ouais. Donc, ceux qui savent pas ce que c'est, le Wi-Fi, c'est la transmission de l'information, là, tout ce qu'on regardait, tous nos trucs par onde radio. Et le Li-Fi, c'est la même chose, mais par onde lumineuse. Vous savez que les ondes radio vont à 300 km/s, alors que la lumière elle va à 300 000 km/s. Donc c'est la patate. Eh ben, refilé avec le bébé. Ainsi de suite. Les exemples sont pléthores. Donc, et là, c'est des décisions politiques. Vous pourriez avoir l'inverse. Des gens qui se disent non, nous on a un État qui se tient, on veut avoir une aviation, on veut avoir des canons, on veut avoir une technologie en avance sur la transmission d'informations. Nous on aimerait bien avoir le contrôle, on peut le partager avec nos amis quand on est en guerre, mais on aimerait bien avec le contrôle de savoir quand on va se faire éventuellement toucher par des missiles, et ainsi de suite. Donc c'est un abandon petit à petit et généralisé, sous couvert d'OTAN, de notre capacité en propre à exister en tant qu'État souverain. Encore une fois, c'est ça le grand truc. D'où mon combat, et le combat qu'on mène à la République souveraine. C'est, on n'est pas les seuls. Et on a des amis et des alliés un peu partout, à gauche et à droite, sur des gens qui veulent défendre ça. On veut qu'il y ait des hôpitaux qui fonctionnent en France. On veut qu'il y ait des avions à nous en cas de guerre. Toutes les théories fumeuses que la guerre de haute intensité, c'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui s'affrontent avec beaucoup de chars, avec beaucoup d'armes, et avec beaucoup de morts, c'était fini. Ben non, c'est pas fini. On sait jamais ce qui peut se passer dans l'histoire. Et surtout quand on a des gros problèmes d'accès aux ressources, et que les gens vont avoir faim. Quelque chose me dit au doigt mouillé que ça va pas nécessairement bien se passer partout. Que ce soit les ressources, l'eau, la nourriture. Donc il faut savoir se défendre. Civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh ben, voilà. Nous, on est pour ça.
On est pour se défendre tant sur le plan alimentaire que de santé, qu'énergétique, que militaire, dans ce petit bout de terre sur la planète qu'est la France. Voilà. Et justement, quel mot de la fin, en fait, parfait, c'est la question que j'allais vous poser. Merci, déjà, merci beaucoup, cher Georges, pour cet état des lieux de la situation en France, ou des pans différents qu'on n'est pas forcément habitué à entendre traiter de la sorte. Et ça, c'était vraiment passionnant. On parle beaucoup de l'énergie en ce moment, mais grâce à vous, on a pu aborder la question de la diplomatie et de l'armée. Et ce mot de la fin, justement, pour poursuivre la réflexion, où est-ce qu'on peut vous retrouver, aussi suivre et découvrir, pour certains peut-être, le travail de République souveraine. Voilà, c'est en guise de mot de la fin pour poursuivre les réflexions avec vous, cher Georges. Écoutez, on organise une université d'hiver. Winter is coming, on l'a appelé, pour rigoler un petit peu. Ce 21 janvier. Elle va se tenir à Paris. Et il y aura des gens aussi intéressants que Emmanuel Todd, Guénaud, et Stéphane Rosès, mais des gens un peu moins connus dans le monde de l'agriculture, de l'énergie. Et la grande thématique, ça va être nous arrivons à une confluence de crise. On fait quoi pour tenir le coup et s'en sortir en tant que France? Donc ce sera à Paris, puis ce sera filmé, ça sera rediffusé. Donc on a un site, république-souveraine.fr. On a une chaîne YouTube. On a déjà mis ce genre de débat, nous aussi, pas aussi célèbre que la vôtre, parce que c'est celle d'un mouvement politique, mais voilà, il y a des éléments. Ou alors, si il y a des représentants de République souveraine dans les régions, n'ayez pas hésité à les contacter, mais le plus simple, c'est de passer par le site ou par notre chaîne YouTube. Voilà. Et ceux qui le veulent, eh bien, relativement vite, vous pourrez trouver ceux qui veulent venir voir ça à Paris le 21 janvier pourront s'inscrire, moyennant une petite contribution financière tout à fait acceptable à ces débats le 21 janvier. Le rendez-vous est donné. Georges Kuzmanovic, merci beaucoup pour cet échange passionnant une fois de plus. Merci à vous. Que du plaisir. Et puis, continuez le combat de l'information. Merci à vous pour ce que vous faites. On essaie que tant bien de parler. Les chemises bleues s'usent, mais pas la motivation. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on reste là. Un très grand merci une fois de plus. Et de toute façon, il y a de très fortes chances qu'on se retrouve sur Juste Milieu. En attendant, chers spectateurs, n'hésitez pas, voilà, vous le savez, à vous abonner à la chaîne de République Souveraine, à suivre. Hein. Voilà, Georges Kuzmanovic, je vous ai donné tous les détails. Là maintenant, on ne peut pas se planter. 21 janvier, le rendez-vous est donné. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Je vous salue bien bas et à bientôt pour de nouveaux échanges sur Juste Milieu.